Et bon, le confinement nous est tombé dessus le 16 mars et beaucoup de choses se sont passées depuis. Bon, donc les RH montrent qu'on sait s'adapter avec masque, tout ce qu'il faut pour pouvoir respecter les consignes sanitaires. Et je tiens à remercier donc Loïc Gastard qui nous accueille dans ses locaux, les intervenants qui se présenteront tout à l'heure. Et avant, je vais confier l'introduction de cette matinale à Marie-Laure Drevet. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie, le public est féminin. Majoritairement. Donc, pour lancer cette matinée qui va nous permettre de découvrir les différentes initiatives pour la mixité dans le numérique, je voudrais partager d'abord avec vous quelques chiffres clés qui nous permettront de mesurer l'ampleur du décalage entre le nombre de femmes occupant un poste dans le numérique et le nombre d'hommes. Alors, pour ce faire, je vais m'appuyer sur différentes études et supports. Je les cite rapidement. Talent du numérique, Stack Overflow, Global Contact, Observatoire de l'industrie numérique en Auvergne-Rhône-Alpes et le blog du modérateur. Voilà. Donc, les métiers du numérique représentent 3% des actifs en France, soit environ 800 000 personnes, 800 000 emplois. Sur ces 800 000 emplois, 28% seulement sont occupés par des femmes, toutes fonctions confondues, c'est-à-dire support et technique. Alors qu'au niveau global en France, c'est 47% de femmes, tous secteurs confondus. La disparité et la sous-représentation des femmes sont encore plus marquées en fonction des métiers. Plus le métier est technique, code, infrastructure, réseau, télécommunications, moins le nombre de femmes est important, moins les femmes sont présentes. On ne compte que 8 à 9% de femmes dans ces métiers très techniques. À l'inverse, elles sont beaucoup plus présentes dans les métiers liés à la communication digitale, à la data ou à l'intelligence artificielle, puisque là, on arrive à 40-45% de femmes. Dans une entreprise numérique, elles sont 18% à avoir une fonction technique. Consulting, support client, développement, sécurité, réseau. Et les autres 10% sont dans les fonctions support, RH, finance, commercial, marketing. Et cette sous-représentation des femmes peut paraître surprenante au regard du passé. En effet, sur la période 72-85, la filière informatique était en seconde position en ce qui concerne le nombre de femmes ingénieurs. Et ces chiffres un peu déprimants le sont encore plus si on s'intéresse aux étudiantes de la filière numérique. En effet, parmi les étudiants dans le secteur numérique, seulement 18% sont des étudiantes. Ou encore, sur les 45% de filles qui passent un bac scientifique, seulement 20% d'entre elles deviennent ingénieurs. Ceci dit, la France n'est pas une exception dans ce domaine, puisqu'on est sur des chiffres assez comparables au niveau de l'Europe. Presque 60% de diplômés de l'Union européenne sont des femmes, mais seulement 25% obtiennent un diplôme dans le numérique. Donc on est sur les mêmes tendances en Europe qu'en France. Ceci dit, malgré ces chiffres, nous pouvons voir quelques aspects plus positifs et encourageants. En effet, le niveau de satisfaction des femmes dans le numérique en France est supérieur à celui des autres pays. En ce qui concerne 3 critères, l'organisation du travail, la gestion de carrière et l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Globalement, c'est 15 points de mieux qu'au niveau international. Donc dans le numérique, en France, les femmes sont globalement plus satisfaites qu'à l'international.
L'ensemble de ces chiffres nous montre l'importance de la disparité entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes dans le secteur numérique, et le chemin est long. Mais on a quand même quelques aspects qui peuvent nous laisser espérer. Les entreprises numériques sont toutes conscientes qu'il est plus que fondamental que ce fossé se comble. En effet, former de nouvelles ressources est quand même clé pour l'ensemble des entreprises du secteur. Et on sait que le numérique sera un des leviers de croissance pour favoriser le développement économique en France. Beaucoup d'initiatives sont prises dans ce domaine pour favoriser cette mixité. Évidemment, bien évidemment, l'ADIRA s'est emparée du sujet. Nous allons le voir au travers de la table ronde qui va suivre et du retour d'expérience de nos invités. Je laisse la parole à Annick Chalencin qui va lancer cette table ronde. Je vous remercie. Merci beaucoup Marie-Laure pour cette présentation très factuelle. J'ai oublié de me présenter, donc je suis Annick Chalencin, donc DRH de l'éditeur de logiciels Esker, et aussi et surtout pour cette matinale, animatrice du groupe Capital Humain de l'ADIRA. Alors l'ADIRA, c'est l'association digitale Rhône-Alpes, la première association informatique privée, je dirais, qui vit de vos subventions, donc merci aux adhérents. Et l'ADIRA est constituée de plusieurs groupes de travail, essentiellement des groupes techniques, et puis un groupe RH, donc j'anime, qui s'appelle Capital Humain. Donc ce groupe se réunit une fois par mois, et ce groupe a décidé de travailler sur ce thème, puisque c'est une problématique que rencontrent vraiment les entreprises au niveau du recrutement. Et on se disait, c'est un peu dommage de se passer de l'autre moitié de la jante qui existe, et voir un petit peu qu'est-ce que peuvent faire les entreprises. Et suite à ce travail, on a rencontré des intervenants, que je l'ai appelés, et le but c'est vraiment le partage de bonnes pratiques, de ce qu'on a découvert pendant ce travail avec les adhérents. Bon bien Julie, je te demande de venir te placer. Chacune se présentera. Elodie. Ah, c'est mieux au fond. Clara. Et nous avons Annie qui est à distance. Annie, es-tu là? Alors, Julie, je vais te laisser te présenter. Ça va? Je suis désinfectée. Bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Julie de Harojo. Je travaille en tant que chef de projet dans l'association Objectifs pour l'emploi, que j'aurai l'occasion je pense de présenter un peu plus dans le détail par la suite. Et donc j'occupe cette fonction depuis 3 ans et je suis plutôt spécialisée moi sur les questions de discrimination, de mixité professionnelle. Voilà, je n'ai pas un parcours de base d'ingénieur ou d'informatique. Voilà, je ne suis pas une matheuse ou pas du tout. Je suis plutôt spécialisée voilà, sur les questions de genre. Et donc c'est pour ça que je travaille sur ces questions au sein de l'association Objectifs pour l'emploi. Bonjour à toutes et à tous. Clara Van der Echt, je travaille pour l'association Moi dans 10 ans, qui est une association d'aide à l'orientation pour les jeunes de 14 à 24 ans. Je pourrais y revenir un petit peu plus tout à l'heure. Et au sein de l'association, je suis chargée de mécénat et de partenariat. Et j'accompagne notamment les entreprises dans la mise en place de missions d'engagement avec un gros volet de diversité et mixité en entreprise. Et tout comme Julie, je ne suis pas du tout issue d'une filière scientifique ou technique. C'est vraiment le numérique, quelque chose que j'ai découvert au sein de l'association et qui me tient maintenant beaucoup à cœur. Bonjour à toutes et à tous, je suis Elodie François, je suis ingénieure d'affaires dans le développement et l'applicatif chez Econocom, mais je suis surtout directrice du programme des femmes du digital Econocom. On en parlera un petit peu plus après je pense, mais voilà, c'est un programme qui existe depuis un peu plus d'1 an, qui a pour vocation à attirer plus de femmes et à créer des vocations dans le digital. Voilà.
vais essayer de présenter au mieux Annie Steinmetz. Donc elle travaille à l'AG2R mondiale. Et elle est très impliquée dans le collectif Femmes à du numérique pour avoir initié différentes actions. Et entre autres, est en relation avec Ma Future et... Bon, ça marchait tout à l'heure. Je ne sais pas, tu... Elle travaille en étroite collaboration avec Syntec Numérique et le CIREF, initiative à l'air durable, de nombreuses années. Et elle vient de monter un groupe à Grenoble, Femmes de l'IT. Voilà. J'ai pas pris sa fiche. Et Femmes à numérique, au niveau du collectif, il y a l'Association française des managers de la diversité. Vous m'entendez, oui. La conférence des grandes écoles, le CICREF, comme disait Marie-Jo, le Talent du numérique, qui est un autre gros collectif, Syntec aussi, et Social Leader. Bon, alors, on va démarrer dans le vif du sujet en demandant à chaque intervenant de présenter donc, les actions, ce que fait l'association ou ce qui a été mis plus concrètement en place au niveau du programme. On commence par Elodie. Oui. Ok, ça marche. C'était pour être solidaire par rapport à vous. C'était pour être solidaire, c'est vrai. Après, si les intervenants préfèrent l'enlever, on l'enlève. C'est un petit peu plus agréable. Donc du coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, enfin il y a quelques instants, je continue. Donc je travaille pour la société Econocom, qui est parfois plus connue pour la partie distribution ou financement de matériel, mais qui a également une activité de service, donc ESN, comme on les connaît plus habituellement. Dans cette partie ESN, on a très peu de femmes. Voilà, donc dans les métiers de l'infrastructure, du développement. Si on prend Econocom au global, on est à 40% de femmes. Comme je vous le disais, on a des métiers support, on a des métiers dans le financement et dans la distribution qui sont très féminins. On a voulu plutôt se focaliser sur les services et notamment les métiers techniques où nous avions très peu de femmes. On était aux alentours de 14% il y a 1 an et demi quand on a regardé où nous en étions sur ce programme, où on voulait en venir avec ce programme de féminité. On ne voulait pas faire un programme féministe, girl power, etc. C'est pas du tout l'objectif. Suivi, hein. Je continue ? Ok. Et donc on s'est posé les questions de que pouvons-nous faire pour attirer plus de femmes dans l'informatique. Donc on a regardé nos chiffres sur les recrutements. Est-ce qu'il y avait des femmes qu'on ne recrutait pas ? Est-ce que c'était une histoire de discrimination ? Ça aurait pu être ça. Et clairement non, c'est qu'il n'y avait pas de femmes dans les recrutements. On en voit très peu. Donc au lieu de se dire on va attirer plus de femmes, on s'est posé la question de comment faire en sorte que plus de femmes viennent dans l'informatique. On s'est renseigné un petit peu auprès des écoles, notamment les psy avec qui on travaille beaucoup, et c'était vraiment le bilan qu'on a fait, c'est qu'il y avait déjà très peu de femmes qui arrivaient en classe prépa, qui allaient en école d'ingénieur. À partir de là, on se donnait plusieurs possibilités de pouvoir d'attirer plus de femmes dans l'informatique. C'était d'aller directement dans les collèges, les lycées, pour attirer plus les jeunes filles en arrivant justement avec des interlocutrices qui allaient parler de leur métier technique, ce qui allait un peu casser le cliché quand on attend un interlocuteur qui va parler de l'informatique. Je pense qu'on a encore ce cliché du monsieur avec les cheveux très longs qui n'aime pas parler aux gens, et c'est vraiment un cliché parce que même les gens ne sont pas comme ça chez nous dans l'informatique. Donc on voulait vraiment casser ce cliché au début on était parti sur vraiment des femmes qui allaient présenter, et maintenant on part plus sur des duos.
Donc avec le confinement, évidemment, rien de tout ça n'a pu être fait parce qu'on ne peut plus aller dans les écoles, donc ça a été un peu mis de côté. Donc voilà, l'objectif en tout cas quand les choses reprendront, ce sera de pouvoir intervenir dans les collèges et les lycées. On en avait discuté avec les psys, avec un monsieur, mais j'ai oublié le nom, je suis désolée, qui a justement ce type d'intervention et qu'on essaiera d'accompagner en mettant à disposition des interlocutrices et des interlocuteurs qui pourront aller parler des métiers du numérique. Donc ça, c'est la première action qu'on a souhaité mettre en place. La deuxième, on y a pensé quand on a rencontré MyFuture qui parlait justement des stages. Donc on voulait mettre en place des stages pour les jeunes filles, pour leur expliquer vraiment ce qu'on faisait, les différents types de métiers, casser également un peu ce cliché. De la même façon, avec le confinement, nous n'avons pas pu accueillir de jeunes personnes, de personnes extérieures, donc ça n'a pas pu être fait. On a quand même accueilli 2 jeunes filles sur juillet, parce qu'on a essayé quand même de se lancer, voir un petit peu si les stages qu'on proposait pouvaient être intéressants. Ça marche plutôt bien. On a vraiment fait un stage ciblé, donc avec 2 personnes à 2 moments différents, où on a accueilli 2 jeunes filles pour leur présenter tous les métiers. On a vraiment essayé de faire du cas par cas, comme elles étaient vraiment toutes seules, en fonction de ce qui les attirait, les craintes qu'elles pouvaient avoir. J'aime pas les maths, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, pour essayer de les sensibiliser à l'informatique, leur montrer beaucoup de profils différents, toujours vraiment dans le développement ou l'infrastructure. Je parle pas des métiers support, je me dis qu'il y a bien d'autres sociétés qui peuvent le faire. Nous, on est vraiment ciblés sur l'activité de service, infrastructure, télécom et développement. Ça s'est plutôt bien passé, donc du coup si on peut réaccueillir du public, on passera par la plateforme dont on va vous parler après pour attirer plus de stagiaires découvertes, voire même stages de lycée ou de femmes qui veulent se reconvertir. Donc ça c'est plutôt la partie école où on essaie vraiment d'aller les chercher très tôt dans la sensibilisation et les attirer dans ces métiers. Donc mais les collégiennes c'est bien, mais c'est pas pour tout de suite. Ce qu'on aimerait c'est qu'il y ait des résultats un peu plus rapides. Du coup ce qu'on a mis en place, donc depuis février dernier, on a signé la charte pour la reconversion des femmes qui a été lancée par Synthèque Numérique et Social Builder, avec qui on travaille beaucoup, on s'appuie beaucoup sur les associations. On reste une entreprise, c'est une activité, je veux dire, qui reste à côté de mon métier, pour être assez honnête. Et donc on ne va pas recréer ce que des associations font très bien. Du coup, on s'appuie sur les associations, on essaie de participer avec elles en apportant des compétences, des personnes, et puis de participer aux événements qu'elles mettent en place. Et donc, on a signé cette charte de la reconversion, et on s'est dit, ok, maintenant qu'on l'a signée, on fait quoi ? Est-ce qu'on est déjà en capacité de prendre des gens qui font de la reconversion ? C'est bien de se dire on signe, si on ne sait pas le faire, on ne le fait pas, si les gens ne sont pas sensibilisés aux personnes de la reconversion. Parce qu'on le sait, dans les entreprises, on préfère le profil parfait, qui sort d'une école, etc. On a toujours un peu de mal, je pense, en France, à se décaler un petit peu du modèle idéal. Du coup, on s'est posé la question en interne, on a sensibilisé nos directeurs d'agence, les personnes clés chez nous qui prennent les décisions, en leur expliquant voilà, ce qu'on espérait faire en attirant plus de personnes dans la reconversion, voir si justement elles étaient sensibles, si elles étaient moteurs sur ce type de dispositif, et on a été très très bien accueillis. Donc Econocom, le programme Femmes Digitales, c'est un programme qui est national, et on a une ambassadrice du coup qui s'occupe de chaque région, parce que chaque région est unique. Ce que moi je mets en place aujourd'hui à Lyon au niveau national n'est peut-être pas la même chose à Nantes, c'est peut-être pas la même association qui marche bien, qui est très active. Donc on a vraiment des spécialistes, on va dire, en région pour mettre en place toutes les actions dont je vous parle depuis tout à l'heure. Du coup, pour la reconversion, donc on a vraiment fait le tour de France pour voir un petit peu sur quel métier on était en difficulté, sur quel métier c'était le plus accessible, les clients aussi, parce que c'est important, on est une société de service, donc on a nos centres de service bien évidemment qui peuvent accueillir des personnes en reconversion, mais il faut aussi que nos clients acceptent ce type de dispositif. Donc on a pour objectif l'année prochaine, du coup tout est décalé, le Covid, de pouvoir faire des journées d'invitation de nos clients pour leur présenter un petit peu ce qu'on a fait sur la reconversion, leur montrer des parcours qui se sont bien passés avec des personnes qui venaient de la reconversion, qui ont su évoluer, qu'on a accompagné et avec qui ça se passe bien. Donc on espère pouvoir le faire au premier trimestre 2021, mais aussi inviter des clients qui l'ont déjà fait pour leur dire « oui, rassurez-vous, ça se passe bien ». Voilà. C'est important de sensibiliser dans les deux sens
en interne, mais également en externe. Et donc là, sur la reconversion, donc on a fait un peu le brainstorming auprès d'Econocom au niveau national. On s'est rendu compte que c'était très ouvert et qu'on était on avait envie d'y aller en fait sur cette reconversion. Et donc on fait au cas, par agence, par région, on ne fait pas tout en même temps, en fonction des besoins. Donc là, par exemple, au Grenoble, on a des besoins sur de l'infrastructure et du helpdesk. Donc ça peut être des personnes qui n'ont pas de diplôme. On peut vraiment on est vraiment très ouvert sur le type de profil que l'on recherche. Et normalement, le 15 octobre, si ce n'est pas annulé à cause des restrictions des événements, on va organiser une visite de notre centre de service à Grenoble pour montrer déjà nos locaux, montrer et faire intervenir le directeur du centre de service pour expliquer les qualités. Finalement, on n'a pas besoin de compétences parce qu'on va on va former les personnes pour obtenir ces compétences, mais au moins les qualités qu'il faut pour pouvoir accéder à ces postes. Et donc les qualités, ce que le poste contient et comment on peut évoluer. L'objectif, c'est d'évoluer. On arrive en tant que technicien helpdesk, l'objectif à 2 ou 3 ans, c'est de devenir manager, d'occuper une équipe, de devenir responsable de prod. Qu'importe la volonté de la personne, les évolutions sont possibles et c'est ce qu'on veut montrer. On recherche en flux continu ce type de personnes, étant donné qu'il y a beaucoup de projets sur le centre de service. Et c'est un centre de service du coup qui est nationalisé. Ça peut être des projets lillois qui viennent sur ce centre de service. Donc le 15 octobre, notre objectif c'est vraiment de communiquer auprès de toutes les femmes qui auraient envie de changer de voie, de leur présenter le métier, les évolutions possibles et comment on va les accompagner. Suite à cette présentation, on a une femme du coup, qui va intervenir pour expliquer à elle son parcours. Montrer un petit peu que finalement l'évolution elle est possible, ce qu'elle a pu rencontrer comme contraintes, parce que tout n'est pas tout rose, il y a peut-être eu des choses qui se sont plus ou moins bien passées, le parcours qu'elle a réalisé, où elle en est aujourd'hui et à quoi elle peut encore prétendre par la suite. Et suite à ça, on va faire des job dating pour pouvoir identifier les personnes qui sont motivées et ensuite les inscrire dans un processus de reconversion avec une formation de 2 mois avec l'embauche à la clé. Voilà. Une fois qu'elles seront intégrées et même en amont de ce dispositif, donc pendant cette reconversion, on a mis un système en place, on va mettre en place un système de tuteurs, je ne voulais pas dire marraines parce que ça peut être également des parents. On n'a pas voulu que ce soit que femmes entre femmes, on veut aussi que ce soit des hommes qui puissent accompagner ces femmes. L'objectif c'est qu'elles puissent avoir un référent sur qui compter, avec qui discuter quand on a des craintes. Souvent quand on vient de la reconversion, et c'est des échanges que j'ai pu avoir, on a un peu ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire est-ce que j'ai pas le vrai parcours, j'ai pas... Et toutes ces choses qu'il faut balayer parce que si on a avancé avec ces personnes, c'est qu'on y croit. Et il faut qu'elles s'y croient aussi. Du coup, c'est vraiment les rassurer techniquement, les rassurer sur la carrière, les rassurer sur les prochaines échéances et surtout leur donner de la visibilité de ce qu'elles vont faire à l'issue de cette formation. Voilà, donc une fois quand elles sont pendant cette formation, elles seront suivies, accompagnées, et une fois qu'elles commenceront, elles auront toujours ce tuteur, ce référent qui pourra, donc on imagine pendant un an à peu près, la suivre, l'accompagner en dehors de son vrai manager, puisqu'il y a des vrais managers qui s'occupent vraiment de la carrière. Là, c'est plutôt mode reconversion, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas, et l'accompagner en plus de son vrai manager. Donc on lance ça le 15 octobre, en espérant que ça se passe bien, et qu'on puisse surtout faire l'événement. Donc si vous avez déjà des personnes dans votre entourage, des femmes qui peuvent être intéressées par une reconversion, n'hésitez pas. Nous sommes preneurs on va essayer de faire un gros événement où on verra les restrictions, mais au pire on fera en visio. Voilà, on veut vraiment attirer un maximum de personnes. Et par la suite, donc on lance Grenoble là dans un premier temps, ensuite on va lancer Nantes, Rouen également, parce qu'on a le même type de site, et après on viendra plus sur des reconversions plus dev, plutôt aux alentours de 2021. Voilà. Il y a déjà pas mal d'actions. Merci beaucoup, Élodie. Alors, on va voir si on peut passer la parole à Annie. Est-ce que tu nous entends? Oui, je t'entends. Super. Alors, je pense qu'on va profiter de ce créneau technique qui fonctionne pour que tu te présentes et puis tu nous dises un petit peu ce que tu fais de beau dans le domaine. C'est à toi. On est toutes oui. Alors.
quelques secondes. Est-ce que tu es toujours là, Annie? Bon, on ne t'entend pas en fait. Bon. C'est une question de micro. Dès que vous m'entendez? Oui, là ça va, on ne bouge plus. Vas-y. Donc, Annie Stenmetz, je suis en charge de la performance environnementale au sein du groupe AG2R La Mondiale, à la direction de l'organisation et des systèmes d'information. Donc, dans mon rôle, il y a deux axes. Il y a à la fois l'axe environnemental avec un objectif de sobriété numérique et surtout de contribution aux objectifs de développement durable du groupe, mais aussi un axe sociétal, puisqu'on est aussi très engagé sur cet axe. Et ma contribution donc, dans tout ce qui est la présence des femmes dans le numérique s'intègre tout à fait dans cet axe sociétal. Voilà. Alors, tu peux nous parler des actions que tu as gérées dans le cadre de Femmes Numériques? Tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai toujours travaillé dans le domaine informatique. Hein. J'ai une formation informatique. En fait, j'ai de compétences, mais avec à la fois économie et informatique. Et donc, j'ai toujours travaillé dans cet environnement. Et c'est vrai que, autant au départ, on ne se posait pas trop de questions sur la présence des femmes, parce que je ne dis pas qu'il y avait une équité, mais en tout cas, il y avait une vraie représentation des femmes. Et qu'on voit qu'au fil du temps, on est de moins en moins nombreuses. Il y a de moins en moins de jeunes femmes, on va dire, et qu'on voit bien qu'il y a une problématique par rapport à ça. Donc, c'est un sujet voilà, qui me touche. Et donc, j'ai décidé de m'impliquer autour de ça. Et donc, depuis, ça doit faire au moins 3 ans, je me suis impliquée dans les femmes du numérique. Alors au début, c'était un collectif qui regroupe une 50aine d'associations. Et le but, c'était de voir comment prendre en charge cette problématique et voir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Parce qu'on se rend compte, là je parle d'une 50aine d'associations, il y a quand même énormément d'initiatives qui sont lancées un peu partout en France. Et on voit qu'elles n'ont pas forcément eu tous les effets escomptés sur les dernières années. Donc c'était se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc je pense que déjà le fait de créer ce collectif et de mettre en relation ces associations, de créer des synergies, déjà ça c'était, je pense, un des premiers effets de ce collectif. Et après, c'est-à-dire, il y a peut-être besoin de moyens, de plus de visibilité surtout, et ça c'est un aspect très important, on le verra un peu plus tard, cette visibilité qu'on donne grâce à ce collectif, à la Fondation, mais c'est aussi créer de la synergie entre tout le monde et d'apporter aussi du financement pour aller plus loin dans toutes ces actions. Alors, il y a donc une fondation qui a été créée il y a bientôt 2 ans, qui va fêter ses 2 ans en décembre. Et donc, il y a 7 projets qui ont été sélectionnés pour être financés. Et j'entendais parler Clara là, juste avant, le projet de stage dont il s'occupe est un des projets qui est financé par la Fondation. Alors là-dessus, il y a eu un choix de fait par rapport à... Parce que, comme je disais, il y a énormément d'initiatives, mais le but, c'était déjà de dire qu'est-ce qu'on sélectionne comme cible prioritairement. Donc, il y a eu un choix qui a été fait sur ce premier appel à projet, qui était de sélectionner, de retenir plutôt les cibles primaires et secondaires. Puisqu'on se rend compte quand même que ce qui est très structurant dans le choix des enfants, c'est déjà commencer au primaire pour leur donner un peu de goût du numérique et du codage. Mais c'est aussi au moment, par exemple, du stage de 3e, c'est assez déterminant. C'est un moment important dans le choix. Donc le but était d'arriver à trouver ces étapes importantes dans l'évolution des enfants et des adolescents
pour voir à quel moment il y aurait le plus de poids, on va dire, dans les actions qui pouvaient être menées. Alors, donc ça, c'est un premier choix qui a été fait. Donc là, on va atteindre la première année des projets. Donc, on va avoir les livrables, je vais en reparler, qui vont arriver là, sur ce trimestre, cette fin d'année. Donc, ça va être vraiment un bon moment et on va pouvoir valoriser les résultats. Mais on est déjà en train de penser à la suite. Et donc, à faire un nouvel appel à projet. On se pose des questions, est-ce qu'on va peut-être citer plus de grand public? Parce que ce qu'on se rend compte également, forcément, les parents sont partie prenante dans les choix et d'autres personnes également, mais les parents, donc il y a aussi, par exemple, dans le cadre d'un des projets qui est financé par la Fondation Blaise Pascal, certains d'entre vous doivent les connaître parce qu'ils ont été présents pour Lyon. Et ils ont fait un livret très très bien qu'on va pouvoir diffuser également, un livret à l'attention des parents. C'est vrai que dans un premier temps, eux, ils font beaucoup de marrainage, ils font surtout leur fer de lance, on va dire, c'est des journées, alors à la base c'était pour les maths, mais là ils ont une tempête informatique, c'est des journées filles-maths. Il y a tout un tas, sur une journée, ils font à la fois du speed dating un peu entre des femmes du numérique et des étudiantes pour initier du marrainage et surtout aussi une pièce de théâtre, on va dire, pour montrer un peu tous les biais de genre qu'on peut trouver aussi dans l'éducation, pour en parler d'un, mais aussi dans la vie courante, et qui induisent en fait le choix, enfin plutôt le non-choix des femmes et des filles d'aller dans le numérique. C'est des pièces de théâtre qui sont vraiment très sympathiques et qui ont un vrai effet sur les jeunes filles. Et donc à l'issue de ces journées, ils redonnent ce fameux livret pour les parents. Parce que le but, c'est que si on fait changer d'avis les filles, mais que quand elles rentrent chez elles, elles ont des parents qui ne sont pas moteurs pour les faire aller dans le numérique, on va se retrouver avec un effet qui va être amoindri, voire complètement annihilé. Et pour ça, je me souviens justement, l'année dernière, on a participé au salon de l'orientation à Paris, donc sur le stand de l'Éducation nationale. Et quand on essayait de faire venir des jeunes filles sur le stand pour leur dire venez voir, on va vous présenter les métiers du numérique, soit la jeune fille d'elle-même disait non, moi ça ne m'intéresse pas du tout, mais sans connaître, enfin quand on allait un peu plus loin, elle ne connaissait pas du tout les métiers, mais de prime abord, elle ne voulait pas en entendre parler. Soit c'était carrément les parents qui étaient avec eux. Ils disaient aussi non, ça ne nous intéresse pas. Donc on voit qu'il faut aussi qu'on cible les parents en plus des élèves. Donc voilà, donc ça c'est par exemple un des livrables de ces projets qui pourrait être diffusé. Et vraiment, il est très très bien fait. Et même nous qui sommes impliqués dans tous ces sujets, c'est toujours intéressant de prendre ce recul et de lire ce type de fascicule. Parce qu'on se rend compte qu'on peut toutes et tous induire des biais de genre dans la façon dont on s'exprime ou dont on agit. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ça en tête. Voilà, donc ce qui est bien aussi, je parlais de l'éducation nationale, c'est que au niveau de la fondation, donc elle a vraiment 3 piliers, donc le collectif dont je parlais, mais là aussi, un engagement de l'État. Alors à l'époque, le ministre en charge, c'était Mounir Majoubi, depuis que Cédric O a pris la suite pour, on va dire, servir de sponsor sur cette fondation. C'était tout, je parlais de la visibilité. C'est vraiment important et intéressant quand même quand on a des membres du gouvernement qui s'impliquent officiellement sur ce type de sujet. Ça donne quand même plus de poids. Et la fondation, donc, elle a été créée
avec 42 entreprises fondatrices. Je crois que depuis, il y en a d'autres qui se sont joints aux premières. Et dans ces entreprises fondatrices, il y en a certaines qui sont membres de la DIRA. Hein. Vous pourrez aller voir sur le site, il y a des entreprises qui sont tout à fait en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc c'est vraiment intéressant aussi de faire le lien entre cette fondation et la région. Donc là, comme je disais, on arrive, on a eu cette année là, qui est écoulée avec les projets qui ont été lancés. Et là, donc, on va voir un certain nombre de livrables. On voit aussi, vu la diversité des projets, qu'on arrive à des résultats qui sont très hyper, mais tout autant intéressants. Alors, Clara en parlait, c'est vrai qu'avec le Covid, on a quand même eu, on se rend compte que les différents projets ont quand même traversé une période un peu difficile et que ça a pu un peu impacter quand même les délais, hein, on est tous pareils, c'était quand même un peu problématique, mais grosso modo, on aura quand même des très beaux résultats pour cette fin d'année. Alors, je parlais des cibles, il y a le primaire, avec des ateliers de familiarisation au codage et aussi du travail sur les stéréotypes, hein, pour déjà au niveau de ces jeunes filles, de ces jeunes garçons, de faire cette prise de conscience. Mais on a aussi tout un tas de projets en collège et lycée, avec les stages de 3e dont on parlait, avec tout un tas d'ateliers pour travailler là-dessus, mais aussi des dispositifs de marrainage, on parlait de rôle modèle, enfin on a vraiment aussi d'accompagner les jeunes filles dans la durée. Je pense qu'il ne faut pas juste se limiter à des actions ponctuelles, mais il faut aussi prolonger, on va dire, l'effet de ces actions par du marrainage ou par un accompagnement un peu personnalisé pour ne pas perdre le lien et pouvoir suivre aussi l'effet des mesures qui ont été prises. Parce que se pose aussi la question forcément derrière de dire il va falloir à un moment mesurer l'efficacité. Donc ça, c'est vrai que c'était un des critères dans nos appels à projets, c'est-à-dire c'est bien de faire des actions, mais il faut quand même qu'on arrive à voir celles qui marchent ou celles qui marchent moins bien et comprendre pourquoi elles marchent moins bien. Donc, dans tous les projets, on a demandé qu'il y ait un certain nombre de métriques qui soient mises en place. Par exemple, sur les stages, Clara parlera peut-être, il y a tout un onglet, on peut voir le nombre de stages, enfin, il y a toute une qualification qui est faite. Et ça sera important derrière aussi, pour bien adapter les actions et amplifier certaines suivant le bénéfice qu'on en obtiendra. Alors, voilà, sinon, je pense je continue. Je pense qu'on va laisser présenter Julie et Clara qui attendent aussi de présenter leur opération. Merci beaucoup, Annie, tu nous as donné beaucoup d'exemples très très concrets. Alors, Julie, t'écoutons. Du coup, donc l'association Objectif pour l'emploi, c'est une association régionale. Ça fait une vingtaine d'années qu'on existe et on travaille donc en fait sur différents sujets. Notre mission, c'est de favoriser en fait l'égalité des chances en accompagnant à la fois l'orientation et l'insertion professionnelle. Donc il y a vraiment deux pôles d'activité dans notre structure. Sur la partie orientation dont je m'occupe plus particulièrement, on a différentes initiatives. Il faut savoir qu'on a été créé par un groupe d'ingénieurs aussi, donc ce qui explique dans notre ADN et dans les missions qu'on propose, qu'on a beaucoup d'actions en lien avec les métiers scientifiques et techniques. Donc sur les différentes initiatives qu'on mène, on a l'initiative qui est plutôt l'initiative historique qui s'appelle Ingénieur technicienne demain. En fait, ça c'est l'initiative assez classique qui consiste à faire connaître les métiers en intervenant dans les collèges, dans les lycées. Donc on n'est pas les seuls à mener ce type d'initiative. La particularité peut-être qu'on aurait sur cette action, c'est que nous, on intervient sous la forme de témoignages débat. C'est-à-dire qu'à la fois, dans notre intervention, il y a une personne qui est plutôt en charge de déconstruire les représentations, parce qu'encore une fois, on est convaincu qu'il faut travailler sur ces représentations et qu'il faut les identifier, parce que quand on va dans les classes, généralement, les jeunes ne pensent pas être concernés par les stéréotypes, ou en tout cas, oui, peut-être les autres en ont, mais moi, je choisis librement et en toute autonomie mon avenir professionnel, je ne suis influencée en rien du tout.
Donc en fait, dans un premier temps, faire prendre conscience dans la classe qu'en effet, il peut y avoir des biais qui interviennent, ça c'est la première étape. Ensuite, on fait connaître les métiers, parce qu'encore une fois, si dans notre entourage, on a personne qui travaille dans les métiers du numérique, dans les métiers techniques, ça nous paraît flou, ça ne nous intéresse pas forcément spontanément, encore plus quand on est une jeune fille. Donc, il y a tout un travail aussi sur la connaissance, la vulgarisation de ces métiers. Et ensuite, on a une professionnelle qui est en poste, qui vient témoigner. Donc là, on a à cœur que ce soit les femmes, justement, pour créer ces histoires de rôle modèle, de pouvoir s'identifier, encore une fois, ça a déjà été évoqué, nous, voilà, on organise ça aussi. Et puis on constatait que parfois les jeunes avaient parfois du mal à se projeter sur une personne qui peut être mère de famille, qui peut qui pourrait être sa mère, typiquement. Donc nous, on propose aussi à des étudiantes de venir témoigner en même temps. Donc on intervient à 3-4 personnes, une personne plutôt qui va coordonner la partie représentation, une femme qui va présenter le milieu de l'entreprise, qui va présenter son quotidien, son métier vulgarisé. Et après, on présente les études, donc comment on fait pour accéder à ces métiers. On insiste sur le fait qu'il y a différentes voies d'accès possibles. Et pour illustrer tout ça, on fait intervenir 2 étudiantes, une plutôt au parcours court, qui va être en UT, en BTS, et une plutôt au profil classique, profil idéal dont on parlait tout à l'heure, école d'ingé ou autre. Et donc ça, on s'aperçoit dans les retours des élèves, dans les questionnaires, que c'est très apprécié par les jeunes, parce qu'ils arrivent plus facilement, peut-être dans le discours ou autre, à s'identifier aux étudiantes. Donc voilà, sur cette opération-là, on sensibilise à environ 3000 jeunes par an. Donc on parle à la fois aux garçons et aux filles, l'information est utile pour tout le monde. Donc depuis qu'on travaille sur ces sujets, c'est 68 000 personnes sensibilisées. Donc voilà, en termes de volume, c'est des opérations intéressantes. Mais encore une fois, on parle d'évaluer ensuite les initiatives, on parle de concrètement ensuite, est-ce que ces jeunes vont pouvoir s'orienter sur ces secteurs, et c'est toute la difficulté. Je pense sincèrement qu'il faut qu'il y ait plusieurs initiatives pour travailler cette thématique. Si on faisait uniquement de la sensibilisation, ça servirait peut-être pas à grand-chose, parce qu'en effet, un parcours d'orientation, c'est comme son nom l'indique, un parcours. Donc il y a plusieurs étapes, il y a des forums d'orientation, on va faire des rencontres, il faut qu'il y ait des gens qui aillent dans les écoles pour intervenir, mais il faut aussi qu'il y ait d'autres initiatives. Donc c'est pour ça que nous aussi, on a développé d'autres initiatives pour aller un peu plus loin que la sensibilisation. Et donc là, c'est une initiative plus récente qui s'appelle Hello Web. Et donc là, c'est une initiative qui est cette fois-ci réservée uniquement aux lycéennes. Donc pourquoi, ça pose question parfois, pourquoi vous faites des stages de découverte des métiers du numérique uniquement pour des lycéennes? Parce qu'en fait, des ateliers pour découvrir le code, il en existe déjà pas mal. Et quand on fait la tournée de ces structures, on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup plus de garçons qui s'inscrivent que de filles. Alors certains nous disaient, pourtant on a mis une affiche rose avec des paillettes, je comprends pas. Ouais, mais alors est-ce que c'est la bonne manière pour faire venir les filles? Je ne suis pas certaine. Donc nous on s'est dit, en fait on va simplement réserver les places uniquement pour les filles. De toute manière, si le seul critère pour s'inscrire c'est qu'il faut être une fille, de fait on aura des filles dans nos ateliers. Et ça fonctionne, c'est-à-dire que là depuis 3 ans on organise ces stages pendant les vacances scolaires. Donc à chaque fois il y a 15 places. L'idée c'est de pouvoir proposer, de découvrir de manière ludique le numérique en pratiquant en fait sur une semaine différents ateliers. Au début ça a démarré à Lyon sous un format de mercredi après-midi, les filles venaient plusieurs mois assister à des ateliers. Et puis l'initiative a plu, on avait des établissements qui étaient en demande de pouvoir proposer l'action. Et donc aujourd'hui on est passé sur un format de semaine pendant les vacances scolaires en immersion dans les entreprises. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui accueille le stage, nous on s'occupe d'animer les ateliers. Chaque atelier a un lien avec un métier et à chaque fois on demande à une personne qui travaille dans l'entreprise de venir illustrer l'atelier par un témoignage. Donc quand on fait l'atelier sur le graphisme, on demande à la personne qui s'occupe de la création des supports ou de la com de venir présenter. Quand on fait l'atelier sur le développement, on demande à une développeuse de venir. Et à chaque fois on illustre les métiers. On a aussi un fil conducteur sur cette semaine. C'est la création, par exemple il y a 2 ans c'était la création d'un t-shirt, là c'est la création d'un tote bag, les petits sacs en tissu. Et pourquoi on choisit volontairement un objet du quotidien qui semble banal? Pour montrer en fait que partout il y a du numérique. Et comment on arrive avec cet objet du quotidien à avoir plein de métiers qu'on ne connaît pas derrière. Et ça permet surtout de faire venir des jeunes qui de base n'ont pas du tout envie d'aller dans le secteur du numérique. Parce que c'est pareil, on pourrait se dire on fait une initiative, on va faire venir des filles déjà convaincues, qui ont déjà envie d'être dans l'informatique, et qui du coup, ça ne va pas nous permettre d'augmenter le vivier de filles intéressées. Donc nous, sur la communication, volontairement, on insiste sur le fait qu'elles vont apprendre à créer un site web, la communication, qu'elles vont créer un t-shirt. Donc ça fait venir des profils aussi plutôt intéressés par le commerce, par la mode, par la com.
Et donc de fait, elles arrivent. Alors bien sûr, on ne va pas leur dire du coup vous faites que du code, on vous a menti, c'est pas le but du tout. Mais en tout cas, on commence le stage par leur faire prendre conscience des représentations, des stéréotypes, leur montrer que le numérique aussi, il y a beaucoup de représentations, on en parlait tout à l'heure, Elodie, sur le geek, etc. Donc on commence par là. Et puis ensuite, le premier atelier, c'est du graphisme, donc elle crée le visuel, elle voit qu'aussi le numérique peut permettre à faire des choses un peu plus techniques, parce que c'est quand même la création graphique, un aspect un peu technique. On commence par là, et après, ça part un peu plus sur du code. Et il y a des vraies révélations. Pour le coup, ça nous est jamais arrivé qu'une fille venait sur ce stage par simple curiosité sur les métiers qu'elle pensait l'intéresser. C'est jamais arrivé qu'il y en ait une qui quitte le stage en disant c'est aberrant, je m'attendais pas à ça. Au contraire, c'est l'effet inverse qui se produit. Et on a des super success stories du coup à la suite de ces initiatives, à la suite des témoignages de femmes qu'elles ont pu rencontrer. C'est un réseau aussi qui se crée, des jeunes qui viennent d'horizons complètement différents. Nous, on n'a pas de critères spécifiques pour intervenir, pour participer. On peut venir d'un très bon lycée, très bien situé dans le 6e à Lyon, comme on peut venir dans le lycée à Vaux-en-Velin. Enfin, et du coup, ça crée une vraie mixité qui est hyper enrichissante aussi sur ces initiatives. Et donc là, voilà, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Maintenant, on a des sessions à Lyon, à Saint-Étienne, à Clermont-Ferrand, à Grenoble. On a remporté un appel à projet pour faire de l'essaimage national. Donc là, on part sur du coup, la région Normandie pour le moment. Et là, donc, on a sensibilisé une centaine de jeunes. Donc tout à l'heure, je vous disais 68 000 jeunes, centaines de jeunes. On n'est pas sur les mêmes volumes, on n'est pas du coup sur le même impact non plus en termes d'engagement. On a 87% des filles qui suivent le stage LOEB qui ensuite font le choix d'une option quand elles sont en seconde, elles font le choix d'option numérique, d'une option scientifique. Et on a une fille sur 2 qui ont participé aux sessions, qui après qu'elle termine le lycée, elle rentre dans des études de numérique ou d'ingénierie. Donc quand même une fille sur 2 sur les 100, ça fait qu'aujourd'hui, en 3 ans, on a quand même 50 jeunes filles qui sont parties dans le secteur du numérique ou scientifique. Donc voilà, ça c'est une initiative qui en tout cas est assez innovante dans sa manière d'aborder le sujet. Et on s'est aussi aperçu qu'il y avait certaines filles qui étaient en demande après ce stage de continuer à être accompagnées. Parce qu'il n'y a pas toujours les parents, encore une fois, c'est vrai que les parents dans les questions d'orientation jouent un rôle important et ils n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir donner l'info ou être là pour accompagner dans la durée. Et donc on avait testé un système de marrainage. Au début, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas bien parce que nous, on n'avait pas la ressource pour accompagner le suivi, et puis ça ne matchait pas toujours entre les profils. Et donc là, on a remis en place ce marrainage, mais sur la base du volontariat. C'est-à-dire que l'IDCN, on ne leur oblige pas à la fin de la semaine d'être suivies par une professionnelle, c'est simplement si elles en éprouvent le besoin. Et on a ouvert le marrainage aux étudiantes aussi. Avec voilà, le retour de l'analyse de nos pratiques, on s'aperçoit que c'est des binômes qui fonctionnent bien. Et donc on a aussi des étudiantes qui marrainent pour le coup. Ça nous tient à cœur, encore une fois, que ce soit des femmes, nous, pour le coup, parce que dans cette idée de pouvoir s'identifier, de pouvoir partager des problématiques, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec les hommes sur ces sujets, loin de là. D'ailleurs, il y a des hommes qui interviennent dans les écoles aussi, sur la partie plutôt présentation des métiers. Mais pour la partie témoignage, accompagnement individuel, voilà, on a fait ce choix et c'est un parti pris de notre part. Donc voilà un peu pour l'initiative. Et puis, comme je vous le disais, donc, on s'appelle Objectif pour l'emploi. Donc on travaille à partir du collège jusqu'au travail, jusqu'à la recherche d'emploi. Et donc là, on a aussi des initiatives qui accompagnent notamment des femmes qui peuvent être en reconversion, parce qu'encore une fois, c'est aussi là plutôt l'urgence, on va dire, des personnes qui peuvent être plus faciles et plus rapides à rentrer en poste. Et donc là, on a mélangé un peu nos expertises sur justement comment on accompagnait les autres profils en recherche d'emploi et tout le réseau dont on disposait pour faire découvrir les métiers. Et on a développé des initiatives avec des femmes où elles font un peu comme LOEB, elles découvrent les métiers par la pratique pendant une semaine, et la semaine qui suit, elles travaillent sur leur projet pro, elles découvrent les formations qui existent, et l'idée c'est qu'on les accompagne jusqu'à ce qu'elles rentrent en formation. Et là, on a encore une fois des super success stories, on a des femmes qui étaient orientées par leurs conseillers, conseillères sur des métiers de la santé, de l'accompagnement, du petite enfance, et en fait qui ne se rendaient pas compte qu'elles avaient des appétences pour le numérique, des femmes qui, de par leur vie de famille aussi, pouvaient coder de chez elles et tout en pouvant garder les enfants. Enfin, on a des histoires de femmes qui ensuite se sont orientées sur des métiers très techniques alors qu'elles n'y avaient jamais pensé auparavant. Et encore une fois, la question du réseau est hyper intéressante, puisqu'après, c'est des femmes qui vont s'entraider, qui vont pouvoir aller sur les événements ensemble. Donc typiquement, là, le 15 octobre, à Grenoble, je pense que je vais orienter des femmes sur l'initiative. Voilà. Du coup, c'est hyper important, en tout cas, de pouvoir vulgariser. C'est, je pense, l'un des sujets essentiels, c'est vulgariser et faire connaître, parce qu'à partir du moment où les gens ont conscience en quoi ça consiste,
c'est pas si terrible, c'est possible. Et donc, ça permet en fait tout simplement après de créer des déclics. Et nous, on est un peu partisans de semer des graines par-ci, par-là. Alors, elles germent plus ou moins rapidement en fonction des publics, mais c'est un travail de longue haleine. Et on a souvent envie d'avoir du résultat tout de suite, maintenant. Alors, ça peut être un peu frustrant, croyez-moi. Voilà, c'est mon métier de travailler sur la déconstruction des représentations, donc je ne vois pas toujours l'effet immédiatement. Mais dans les classes, on voit des prises de conscience à certains moments chez certains jeunes, d'autres ça va peut-être leur prendre un peu plus de temps, mais ils auront déjà entendu le discours. Il ne faut pas penser, je pense que les jeunes générations sont idiotes ou qu'elles ne sont pas en capacité sans les parents de faire des décisions. Bien sûr que ce n'est pas en 1h30 qu'on déconstruit 15 ou 20 ans d'existence dans une société avec plein de stéréotypes. Mais en tout cas, voilà, des graines semées par-ci, par-là, si vous accueillez des stagiaires, si jamais vous avez la possibilité, vous, à votre échelle, de faire quelque chose. On croit un peu en l'effet du petit colibri et on essaye de le diffuser au maximum. Super, merci beaucoup Julie. On va passer le micro à Clara. Tu veux parler d'abord par rapport à la démo? Oui, je montrerai après, je pense. Peut-être pour expliquer un petit peu avant pourquoi cette plateforme. Alors, au sein de l'association Moi dans les Indes, qui est une association qui agit en faveur de l'égalité des chances, et plus particulièrement sur un accès à une orientation de qualité pour toutes et tous. L'idée pour nous, c'est que pour réussir à ce qu'un jeune fasse un bon choix d'orientation, un choix qui lui convient réellement, il a besoin de découvrir concrètement les métiers avant de s'orienter dans une filière. Donc aujourd'hui, nous, notre principal mode d'action, c'est l'organisation de rencontres en fait en entreprise entre des jeunes et des professionnels sur des stages très courts, donc de 5 jours, pour découvrir concrètement une entreprise, quel monde professionnel. En fait, ce qu'on fait toutes et tous pendant le stage de 3e, je pense que tout le monde s'en souvient un petit peu, c'est la première étape dans la vie professionnelle. Quelque chose qui peut paraître assez marrant maintenant avec un petit peu de distance, mais en fait c'est essentiel pour les jeunes parce que c'est leur première découverte et si cette découverte se passe bien, ça va aussi les dynamiser pour la poursuite de leur cursus et vraiment chercher à avoir une orientation de qualité et puis trouver leur voie surtout. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait depuis 5 ans et pour ça en fait on a mis en place avec l'entreprise sociale MyFuture un dispositif qui s'appelle Stage Découverte. Donc concrètement c'est une plateforme web qui recense des offres de stage, c'est-à-dire que c'est des professionnels volontaires et engagés qui postent sur notre plateforme des offres de stage pour des collégiens, lycéens et des étudiants et qui se rendent disponibles pour accueillir une ou plusieurs fois dans l'année des jeunes en stage. Donc, je vous montrerai juste après si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça c'est un dispositif qui recense aujourd'hui à peu près 6000 offres de stage partout en France. Sur l'année scolaire dernière, on a eu à peu près 10 000 collégiens et lycéens qui se sont inscrits sur la plateforme. Donc partout en France, on vise à peu près 25 000 jeunes inscrits cette année. C'est complètement atteignable parce que c'est vraiment les stages de découverte et l'immersion d'entreprise, c'est quelque chose qui est de plus important au sein des établissements scolaires. Et donc dans notre dynamique d'orientation, depuis 1 an, on s'est penché plus particulièrement sur les questions de la mixité en entreprise et notamment de l'accès aux métiers techniques et scientifiques pour les jeunes femmes. Donc on a été propulsé grâce à l'appel à projet Femmes numériques, dont on a été lauréat. Et le projet qu'on a proposé, c'est de rendre visibles les métiers du numérique. Et pour que des jeunes femmes s'orientent dans des filières et fassent le choix d'études du numérique, il faut d'abord qu'elles découvrent concrètement ce que c'est. Parce que ça paraît très obscur et très abstrait pour beaucoup de collégiennes et lycéennes. Et comme on l'a dit, ça paraît surtout pas très glamour à leur âge comme secteur. Et en fait, elles ont peu connaissance de la diversité des métiers et surtout des opportunités d'emploi plus tard. Donc c'est pour ça que nous, on veut proposer d'ici la fin de l'année 2000 offres de stage dans le secteur du numérique. Donc c'est un chiffre qui est assez ambitieux, mais qui est essentiel puisqu'il y a tellement d'emplois et tellement d'entreprises de toute taille qui travaillent dans le numérique. Finalement, aujourd'hui, les jeunes se rendent bien compte qu'il y a du numérique partout. Donc c'est important qu'on puisse aussi ouvrir les portes aux jeunes pour qu'ils puissent découvrir ça. Et pour que des jeunes femmes s'y orientent, parce que c'est encore plus important, si on a des offres mais qu'elles sont toutes pourvues par des hommes, ça ne répond pas à ce qu'on souhaite. Donc en fait, nos offres sur la plateforme, elles sont fléchées en direction des jeunes femmes. Donc concrètement, on a un petit peu biaisé notre algorithme pour qu'une jeune femme, quand elle s'inscrit, en fait, elle peut référencer des secteurs d'activité qui les intéressent. Donc c'est les grandes familles, les 7 grandes familles de métiers, administratif et gestion, agriculture, et il y a le numérique dans ces options.
on voit que rares sont les jeunes femmes qui, à l'inscription, vont décider de choisir ce secteur d'activité pour découverte. On l'a analysé parce qu'on a tous les choix des élèves et c'est vraiment très très rare. Et donc pour ça, nous on fait en sorte que peu importe le secteur d'activité qu'elles aient choisi, il y ait quand même des offres du numérique qui se glissent dedans. Donc ça peut paraître pas très très correct comme ça. En fait, ça fonctionne extrêmement bien. Pour vous donner un exemple très concret, au mois de juillet, on a accueilli dans nos locaux 4 collégiennes en stage et on leur a rien dit, on leur a demandé de s'inscrire sur la plateforme, faire leur parcours utilisateur classique. Et aucune n'a mis le numérique à l'inscription. En revanche, toutes ont choisi une offre du numérique pour candidater. Donc nous, on ne pensait pas qu'il allait y avoir 100% de réussite. Bon, c'est sur un échantillon très restreint, là c'est 4 collégiennes. Mais elles ont été directement attirées en fait, par les offres, parce que simplement déjà c'était des offres qui étaient bien formulées, qui expliquaient clairement ce que le ou la jeune allait réaliser. Donc pour nous, c'est déjà un premier succès, on voit que ça fonctionne. Et puis, c'est surtout, du coup, c'est des métiers qui peuvent attirer si on les met bien en valeur et puis qu'on force un petit peu la main finalement. Donc ça, c'est, on va dire, le gros volet de notre projet, rendre accessibles ces stages. En revanche, on sait qu'accueillir un ou une jeune en stage, c'est pas évident pour tout le monde. De prime abord, ça peut être un peu une corvée pour beaucoup de professionnels de consacrer un temps de 1 journée ou 5 journées à un jeune collégien. On se demande ce qu'on va pouvoir lui apprendre. Et puis, il y a toujours cette idée aussi de qu'est-ce que lui ou qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Donc, pour ça, nous, on a tout un volet d'accompagnement des professionnels pour ne pas les laisser seuls. Parce que si on veut que les jeunes femmes s'orientent dans le numérique, il faut que leur stage, une fois qu'elles y sont, c'est très bien, mais il faut que ce soit une réussite et qu'elles découvrent des choses intéressantes. Qu'elles ne soient pas sur une chaise à patienter et à écouter des réunions dont elles ne comprennent absolument rien toute la journée. Donc c'est vraiment important qu'il y ait de la découverte, mais aussi de la mise en pratique. Donc c'est pour ça que nous on construit en fait ce qu'on appelle des kits d'accueil en fait, qu'on décline par métier ou par secteur d'activité et dans lesquels on propose en fait pour, par exemple si un développeur ou une développeuse va accueillir une jeune femme en stage, on lui propose concrètement quelles idées d'activité est-ce que la jeune femme pourrait faire tout au long de la semaine pour découvrir de façon concrète le métier. Donc ça peut être des choses très concrètes, donc de l'initiation au codage, mais aussi faire des recherches sur les langages informatiques, faire un historique de, je sais pas, par exemple, l'informatique en France, c'est des choses très très variées, mais qui sont concrètes. Et puis à côté de ça, on propose aussi, on encourage les professionnels à proposer un projet fil rouge, en fait, quelque chose sur lequel un élève peut travailler tout au long de la semaine, mettons 1 heure par jour, et pour avoir un livrable à la fin. Donc c'est un petit peu comme l'histoire des tote bags, que c'est bien de redonner confiance aussi aux jeunes et puis qu'ils soient fiers à la fin de la semaine de repartir avec ce qu'ils ont construit. Donc ça peut être, c'est des choses très variées et très simples, ça peut être juste faire son rapport de stage sur WordPress et réussir à maîtriser WordPress. Voilà, des choses très accessibles et surtout ce type de projet, c'est important pour nous qu'ils utilisent des logiciels déjà, mais des logiciels qu'ils puissent réutiliser chez eux. Donc des choses en accès libre pour qu'ensuite, s'ils ont envie de s'y pencher davantage, ils puissent le refaire et qu'il n'y ait pas cette barrière du bon bah non, c'est un prix, c'est un coût, un logiciel, je ne peux pas m'en servir. Donc là, on aurait des nouveaux freins, donc c'est pas, pour nous, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est qui d'ailleurs, si certains ou certaines d'entre vous ont envie d'y jeter un coup d'œil, je pourrais vous les envoyer avec grand plaisir. Donc c'est quelque chose, là on en a 4 sur des grandes branches du numérique et on les décline ensuite par fiche métier. Donc vraiment, si une personne veut des idées d'activités précises sur son métier, on peut également les fournir. Donc ça, c'est un premier volet de notre accompagnement qu'on construit avec Annie, du coup, qui est à distance aussi, où on a beaucoup discuté pour rendre ces guides dynamiques et puis avec beaucoup de cas pratiques. Il y a un planning dans les guides avec des temps dédiés. Par exemple, on peut dédier 2 heures dans la semaine à l'initiation au code, des choses vraiment très pratiques. Et puis à côté, donc là, on est vraiment dans des professionnels engagés parce qu'ils ont déjà accepté d'ouvrir leurs portes, mais on mène aussi des ateliers en ligne de sensibilisation au biais de genre. En fait, on a construit un guide également d'une 20aine de pages, mais très ludique ou à destination des professionnels, où on traite un petit peu de tous les biais de genre aujourd'hui, donc dans le numérique, mais n'a pas vocation à stigmatiser le numérique, c'est malheureusement le cas aussi dans beaucoup d'autres secteurs d'activité. Et puis c'est surtout un guide où on donne un petit peu des bonnes pratiques à mettre en place si on souhaite accueillir une jeune femme pendant 5 jours, donc des bonnes pratiques à mettre en place au sein des équipes pour que la jeune femme se sente accueillie et intégrée, parce que découvrir une entreprise à 14 ans, c'est pas non plus facile de s'intégrer dans des équipes et de découvrir différents métiers. Et donc pendant 1h30, on échange avec plein de professionnels. Ce qui est enrichissant dans ces ateliers, c'est que on peut les dédier à une entreprise, mais là, sur tous les formats qu'on a fait, il y a des professionnels de plein de structures différentes. Donc
aussi bien de grands groupes, tu y as participé aussi, on avait des structures associatives. Et l'idée, c'est que du coup, il y a aussi des échanges de bonnes pratiques entre professionnels et des témoignages. C'est important de se dire qu'il y a d'autres personnes aussi qui s'engagent, que ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui portent des projets, et de pouvoir échanger ensemble sur peut-être, il y a plein d'entreprises en plus qui ont des bonnes idées d'activités qu'on peut reproduire, donc c'est vraiment de l'échange de bonnes pratiques. Donc ça, c'est des ateliers qu'on a commencé à mettre en place cet été. On a fait 3 sessions pilotes pour faire en sorte que ces ateliers soient vraiment concrets et puis pas trop denses et avec beaucoup d'interactions, puisque l'idée, c'est que c'est pas très intéressant d'entendre quelqu'un parler pendant 1h30 si on n'a pas d'interaction ensemble. Et puis ça, on va les mettre à disposition en fait, de toutes les structures qui sont sur notre plateforme, si elles souhaitent de discuter, puis surtout avoir des idées de comment réussir à organiser une semaine de stage, comment organiser un planning, sur des volets aussi un petit peu moins rigolos, administratifs, de convention de stage. Ouais. Faire en sorte que vraiment les professionnels ne soient pas perdus et qu'on les accompagne au plus loin possible, et puis qu'ils aient à la fois, eux, envie de recommencer l'expérience et d'accueillir d'autres jeunes, parce qu'évidemment, c'est notre but premier, mais surtout que les jeunes qui sont accueillis aient envie de découvrir, de refaire un stage dans ce secteur. Parce que nous, on est sur des formats de stage de 5 jours, donc ça peut paraître très court pour découvrir un métier, mais on suit nos jeunes pour les encourager à faire d'autres stages. Et leur dire que si ce métier ne leur a pas plu, c'est pas une fatalité. En revanche, c'est bien de découvrir d'autres métiers pour construire quelque chose qui leur plaît réellement. Et ça fonctionne très bien. On a beaucoup de jeunes qui reviennent, qui sont au lycée, qui sont hyper volontaires pendant leurs vacances scolaires pour aller rencontrer des professionnels. Donc ça, on est super contents parce que ça veut dire qu'ils se cantonnent pas au stage obligatoire de la 3e et que même pendant le lycée, ils ont envie de poursuivre cet engagement. D'autant plus que, bon là, il y a un rapport qui est sorti, mais il y a beaucoup de lycéens qui regrettent de ne pas avoir pu découvrir davantage le monde professionnel, d'avoir eu beaucoup de présentations d'école, mais peu de présentations métiers. Donc ça nous conforte dans notre activité, dans notre volonté de continuer à leur faire découvrir. Et puis, évidemment, on a un accompagnement des jeunes, ça c'est évident et obligatoire. Donc un accompagnement qu'on dédie à tous les jeunes sur l'orientation de façon générale, les lettres de motivation, les CV, les codes de l'entreprise. Mais en plus, on développe un atelier en milieu scolaire pour sensibiliser les jeunes femmes au numérique et leur faire découvrir. Donc ces ateliers qui vont avoir lieu en classe, donc avec aussi des garçons, pas que des femmes. Et c'est des ateliers où on travaille aussi sur la déconstruction et puis surtout sur la mise en avant de rôles modèles. Et on remet aussi les femmes à leur place dans l'historique du numérique et de l'informatique en leur disant que s'il y a cette question aujourd'hui, avant il y a eu beaucoup plus de choses importantes qui ont été faites et voilà, leur montrer que dans l'histoire il y a eu des femmes dans tous les secteurs d'activité mais encore plus dans le numérique. Donc si vous voulez que je vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler la plateforme, pour que vous ayez peut-être un aspect un peu plus visuel. Bon, je ne vais pas être trop longue, ça va être très intéressant pour vous. Alors, donc du coup je me suis créé un compte de collégienne. Je crois que j'avais mis dans la région de Paris quand je l'ai créé. Donc là c'est vraiment à l'inscription. C'est une inscription qui dure 3 minutes à peu près, où on demande très peu d'éléments en fait aux jeunes. On leur demande simplement leur nom, leur prénom, les secteurs d'activité qui les intéressent. Et puis surtout ce qui est essentiel, c'est leur établissement scolaire pour qu'on puisse leur proposer des offres de stage à proximité de l'établissement. Ou alors s'ils sont par exemple scolarisés à Paris mais qu'ils ont envie de venir faire un stage à Grenoble, ils ont aussi la possibilité de mettre une ville à proximité de laquelle ils veulent faire une immersion. Et puis ensuite, ils ont accès aux offres de stage qu'on a référencées. Donc là, j'avais mis dans un collège à Paris. Et volontairement, je n'ai pas coché le secteur d'activité numérique. J'ai coché administratif et gestion, je crois, et agriculture pour que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce qu'on a fait en sorte de rendre accessibles des offres dans le numérique. Bon, là, il y a un petit tutoriel en fait pour les jeunes parce que c'est une plateforme qui a été pensée pour des jeunes, mais construite avec des jeunes surtout. Parce que même si dans l'association on est une équipe très jeune, les pratiques évoluent constamment et donc pour qu'ils se servent de notre plateforme, il faut qu'elle corresponde aussi à leurs usages et qu'elle soit facile d'utilisation. Donc Victor, qui est le fondateur de l'association, a pour habitude d'appeler ça le Tinder de l'orientation parce que ça fonctionne vraiment comme une application où on peut directement refuser ou non des offres de stage. Donc je ne vais pas vous faire tout le tutoriel, mais en fait c'est... Dès qu'on a une offre, les jeunes peuvent décider de mettre un petit cœur vert si l'offre leur plaît ou une croix rouge si ça ne leur plaît pas du tout. Et donc ensuite, hop, vous verrez mieux comme ça, on peut afficher les différentes offres de stage en liste ou en grand écran. Donc là, par exemple,
on a directement une offre qui est à la découverte d'une start-up, donc qui est quand même plutôt quelque chose qui innove dans le covoiturage. Donc on est quand même sur un aspect un petit peu numérique avec de l'innovation, alors que je n'ai pas du tout coché ce type de critères. Et on voit qu'il y a un petit encart bienvenue aux filles, ça veut dire que c'est des professionnels qui particulièrement veulent ouvrir leurs portes à des jeunes femmes. Ce n'est pas le cas pour toutes les offres, mais on a un petit peu à cœur de le mettre en valeur quand c'est des professionnels qui sont d'autant plus engagés. Et donc si en tant que collégienne ou lycéenne, c'est une offre qui m'intéresse, je peux directement la mettre dans mes favoris. Ça va se mettre là. Je n'ai pas encore candidaté, c'est simplement pour me souvenir que cette offre m'a plu. Et puis j'ai le choix ensuite de découvrir toutes les autres offres de stage qui sont disponibles. Et l'idée, c'est qu'on a en fait quasiment une offre sur deux qui est dans le secteur du numérique, enfin qu'on essaie de proposer en tout cas quand on a des offres disponibles dans les secteurs géographiques. Donc là, on avait une offre dans le numérique. Là, on a quelque chose qui rejoint plus que ce que j'avais coché comme choix initialement, donc de la découverte des métiers du secteur de l'administratif et de la gestion. Et j'ai à nouveau une offre dans le secteur du numérique. Donc comme je vous disais, finalement, ça fonctionne bien parce que ça attire. Et en fait, les jeunes ont accès au nom de l'entreprise qui va les accueillir au lieu du stage, et puis à un descriptif un petit peu plus en détail de ce qu'ils vont faire pendant la semaine, ou au moins de ce qu'est cette entreprise. C'est un descriptif qui se veut très court, parce que si on mettait une page de description, les jeunes ne liraient pas, ça ne fonctionnerait pas. Et les offres qui marchent parfois moins bien, c'est justement parce que les descriptifs sont trop descriptifs et pas du tout attrayants pour les jeunes. Donc voilà, je pense pas que je vais vous lire tout le descriptif, c'est pas forcément intéressant pour vous. Mais ensuite, pour vous montrer, les jeunes peuvent retourner dans leurs favoris et simplement contacter l'entreprise pour y répondre. Donc l'idée, c'est que tout transite par la plateforme, parce qu'un jeune au collège ou au lycée n'a pas forcément encore conscience des codes d'une entreprise, et que si on met à disposition les numéros de téléphone des professionnels ou leur adresse email, tout le monde va être harcelé, donc c'est pas possible. Donc nous, tout transite. Donc une fois que si je m'ai contacté, on va m'obliger à rédiger ma petite lettre de motivation. Ça, on ne peut pas candidater à une offre sans lettre de motivation. L'idée, c'est qu'on ne demande pas non plus une page, mais au moins 5 lignes, parce que c'est aussi un apprentissage de la vie professionnelle et que ça rentre dans l'apprentissage de l'orientation. Et puis ça montre aussi en fait que le ou la jeune est motivé, ça lui permet de dire ses dates de stage. Et une fois qu'on a envoyé la candidature, c'est très simple, vous en tant que professionnel, vous recevez juste un mail sur votre boîte mail en disant qu'un ou une jeune s'intéresse à votre activité et aimerait réaliser un stage à vos côtés de telle à telle date. Et vous avez le choix d'accepter directement le stage si vous êtes disponible à cette date-là. Vous ne savez pas trop, donc vous pouvez aussi demander à avoir un contact avec le ou la jeune, un échange téléphonique, ou alors simplement vous n'êtes pas disponible à cette période, ou vous accueillez déjà des jeunes et vous déclinez la candidature. Il n'y a pas de mal à décliner une candidature, loin de là. Nous, on s'engage simplement à ce que tous les jeunes aient une réponse, qu'elle soit positive ou négative, pour ne pas les décourager justement. Et puis, on s'engage aussi à ce qu'ils aient une réponse dans les 3 semaines grand maximum, pour pouvoir continuer leur recherche. Et pas que ce soit un peu une défaite pour eux et qu'ils se sentent découragés et qu'ils n'aient plus du tout envie de faire de recherche de stage. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la plateforme. Là, je vous ai montré l'interface élève. Je ne vais peut-être pas vous montrer l'interface professionnelle, parce que ce serait... si, peut-être quand même. Ouais, vous voulez que il suffit de créer un compte et puis on met l'offre de stage. Voilà, du coup, ils sont ici, donc... Parce qu'en fait, on a 3 interfaces. On en a une pour les jeunes, une pour les équipes pédagogiques qui souhaitent suivre l'avancée des recherches de leur classe, et une, évidemment, pour les professionnels. Donc en fait, là, on est sur la homepage nationale. Après, elle est déclinée aussi en fonction des territoires. Et si on n'a pas de compte, on peut cocher qui on est. Donc là, on va cocher qu'on est un ou une professionnelle. Et l'idée, c'est que ça prend à peu près 5 minutes également de créer une offre de stage sur la plateforme. Donc je souhaite déposer une offre de stage. Là, on peut choisir quel type de stage on propose, parce que là, je vous parlais beaucoup des collégiens et des lycéens. On peut également, là, on est en train de s'ouvrir au stage en lycée pro et au stage aux étudiants. Donc on laisse le choix aux professionnels de choisir quel type de stage il ou elle souhaite proposer. Bon, je vais mettre les stages de découverte parce que ça reste pour l'instant notre principale action. Donc vous voyez déjà, ça m'oriente bien parce que le descriptif c'est surnuméraire. Donc là, on a juste à mettre le titre du stage. Donc soit on met découvrir le métier de développeur, ou découvrir telle ou telle entreprise si on a une découverte un petit peu plus globale de l'entreprise. Donc je vais le faire en même temps. Est-ce que vous m'entendez bien si je parle? Oui, très bien. Donc là, on va mettre écouter le
c'est super, merci. Bon, alors nous on est Casse-Pied, on met l'écriture inclusive partout, ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour, encore une fois, quand on a les offres de stage, impliquer davantage les jeunes femmes dans toutes les étapes, donc il faut mettre l'adresse. Je mets au hasard évidemment, parce que sinon on va perdre du temps. Vous choisissez une ville. Voilà, on va mettre Lyon étant donné qu'on est à Lyon. Vous pouvez choisir par arrondissement, mais dans le 9e de mémoire. Voilà. Là, il faut simplement décrire l'activité de la structure. Donc c'est le petit descriptif que je vous montrais tout à l'heure. Je vais faire des lignes de... Et est-ce que vous validez notre contenu de stage avant de le publier? Tout est repassé par les équipes. On est, en fait, l'idée c'est de rendre les contenus attrayants, que ce soit facile à comprendre pour un jeune, surtout parce qu'en tant que professionnel, on a notre jargon qui nous est propre, qui n'est pas forcément accessible pour toutes et tous, donc on essaye de repasser sur toutes les offres. Ouais. En fait, vous pouvez les réécrire en les adaptant au langage des jeunes. Exactement. Et donc on doit choisir là, le métier qu'on souhaite faire découvrir. On peut en choisir plusieurs et c'est optionnel. Si on souhaite faire découvrir une entreprise dans sa globalité, on n'est pas obligé. On peut organiser des stages collectifs, c'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises à accueillir plusieurs jeunes en même temps, parce que ça crée aussi plus de diversité, notamment pour les jeunes, s'ils viennent d'établissements différents, c'est bien qu'ils puissent sortir un peu aussi de leur quartier, de leur collège au quotidien. Et automatiquement, on met qu'il y a 2 places disponibles d'offres de stage, mais ça, on peut évidemment l'augmenter ou le diminuer. Et il faut que je choisisse évidemment une catégorie, sinon ça ne fonctionne pas. Donc moi je choisis les numériques. Hop, je valide. J'ai simplement, parfait, à mettre mon prénom et mon nom, mon numéro de téléphone, mais il n'y aura que notre plateforme qui aura accès tant que le stage n'aura pas été validé. Je choisis un mot de passe donc pour me connecter à mon compte et le nom de l'entreprise d'accueil. Donc en fait, ça, ces données, elles vont pouvoir permettre aux jeunes au moins d'avoir le nom de l'entreprise et puis l'adresse. Donc on a des conditions générales d'utilisation et une politique de confidentialité, évidemment. Bien miné. Hop. Je ne peux pas me connecter parce que je fais des emails. Hop. Bon, de loin, c'est pas très facile à faire, mais ça prend à peu près 5 minutes quand vous connaissez tous les éléments, tous ces éléments que vous utilisez au quotidien, typiquement qui sont dans vos signatures de mail finalement. Et ensuite, j'ai plus qu'à valider mon offre de stage et elle est publiée. Du coup, vous avez une sorte de petit back-office qui vous est dédié. Donc, vous pouvez retrouver votre offre de stage. Vous pouvez en mettre en ligne plusieurs. Par exemple, quand on est dans des plutôt grosses entreprises, parfois c'est les services RH qui vont tout centraliser avec une seule adresse mail sur la plateforme et ils ou elles auront accès à toutes les offres de stage disponibles. Et donc, vous pouvez voir les offres qui sont en cours, celles qui sont archivées. Vous avez un petit tableau avec vos stages à venir pour avoir un petit calendrier, les candidatures que vous avez reçues et vous pouvez créer une nouvelle offre. C'est quelque chose qui est assez simple et en fait, vous n'êtes pas obligé de vous reconnecter à chaque fois sur la plateforme parce que vous recevez en fait un mail directement et dans le corps du mail, vous pouvez refuser ou accepter les candidatures. Super, bon, c'est très clair comme des mots, merci Clara. Par contre, les relations avec les collèges, parce que pour que la plateforme soit connue par les jeunes, est-ce que tous les collèges connaissent votre plateforme? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, si on met une offre pour Lyon, est-ce qu'on est sûr d'avoir des candidatures locales? Alors, il y a 2 leviers. D'abord, au niveau des collectivités territoriales, sur tous nos territoires d'implantation, on est soutenu par les collectivités territoriales qui sont un relais de notre action auprès des académies. Et en plus, nous, on fait un gros travail de contact avec les établissements scolaires pour leur présenter notre action, leur proposer qu'on intervienne et leur proposer la plateforme. Donc l'année dernière, on a travaillé avec plus de 800 établissements scolaires dans toute la France. Ça ne fait qu'augmenter parce qu'on s'ouvre à des nouveaux territoires. Initialement, on était plutôt sur l'Île-de-France parce qu'on a nos locaux en Île-de-France, sur les Bouches-du-Rhône. Et là, on commence à être très présent du coup, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Pays de la Loire, le Centre-Val-de-Loire, le Nord aussi. Donc finalement, un petit peu partout en France. Et en fait, on n'a aucun mal à cibler les élèves parce que pour les équipes pédagogiques, le stage de 3e, c'est une vraie angoisse.
parce qu'ils ont des heures à dédier à l'orientation, ils ne savent pas comment occuper ces heures. Malheureusement, souvent, ils ne les occupent pas, ou alors c'est du rattrapage d'autres cours. Donc c'est pour ça que nous, on vient proposer aussi nos services et nos ateliers de façon complètement gratuite pour les établissements. Enfin, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser.